Bonjour, je m'appelle Yann Parisot. Je suis expert en prise de parole et en art du pitch. Je suis comédien et formateur. J'interviens pour vous aujourd'hui dans le cadre de la formation art du pitch pour Avantage Formation. Au programme de cette formation, nous allons alterner des contenus théoriques ainsi que des exercices pratiques sur le pitch. Je vous remercie de prendre de quoi noter, bien entendu. L'objectif pédagogique de cette formation est de vous donner des connaissances et des outils sur le pitch pour vous aider à réaliser vos propres pitchs dans un cadre professionnel. Alors, je vous propose de commencer. Je vais me présenter un peu plus en détail. Donc, je m'appelle Yann Parisot, je suis comédien professionnel. J'interviens depuis à peu près 6 ans en entreprise en tant que consultant, formateur, principalement sur des sujets de soft skills et de prise de parole en public. Avant cela, j'ai eu une carrière en entreprise. J'ai été chef de projet dans la banque, dans une structure qui s'appelle l'Agence française de développement, et j'avais en charge un portefeuille de projets bancaires en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai une formation en management, j'ai une formation en finance, puis je me suis reconverti dans le théâtre, où là j'ai développé un certain nombre d'outils et de techniques qui me permettent aujourd'hui de former des cadres sur les questions de prise de parole et de soft skills et particulièrement du pitch. Alors, avant de commencer, j'aimerais que vous réfléchissiez pour vous-même ce qu'est pour vous un pitch. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à formuler un peu ce que ça peut représenter pour vous, parce qu'on va commencer tout de suite. Et je vais vous demander, c'est quoi un pitch? Alors, j'ai mis quelques images qui évoquent les différents types de pitch. On a d'abord à gauche le pitcher dans le baseball américain, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. On a le gâteau, le fameux gâteau pitch, mais à nouveau, ce n'est pas de cela dont on va parler. Et enfin, le pitch à Hollywood, le pitch dans le milieu du cinéma. Ce n'est pas exactement de cela dont on va parler tout à fait, mais le pitch dans le milieu du cinéma, eh bien, c'est ce qui a inspiré la technique du pitch dans le milieu professionnel. Dans le milieu du cinéma, on utilise la technique du pitch pour aller vendre un projet de scénario à des producteurs. Et donc, de cette technique, et également des techniques de storytelling et on va dire, de présentation des scénarios, a découlé ce qu'on appelle aujourd'hui l'art du pitch, l'art de réaliser une présentation convaincante. Quelle serait pour vous, en une phrase, la définition du pitch? C'est intéressant de se poser la question parce qu'on peut avoir des attentes différentes vis-à-vis d'un pitch. Je vais vous donner la définition sur laquelle nous travaillons. Alors pour nous, Avantage Formation, un pitch sert à vendre, à faire adhérer, à donner envie d'en savoir plus. Il faut donc faire attention à ne pas penser qu'un pitch doit être exhaustif ou doit mener à une action immédiate ou doit mener à un résultat avant la fin de la présentation ou à l'issue de la présentation. Si le pitch a réussi à donner envie d'en savoir plus, si le pitch a réussi à inspirer, eh bien, c'est un succès. Donc, c'est ça notre objectif, inspirer, donner envie d'en savoir plus. Il ne faut pas chercher à faire quelque chose de plus ambitieux que cela. Et pourtant, c'est déjà assez ambitieux d'arriver à faire cela. Et il y a tout un tas de techniques. Du coup, je vous propose de dérouler le programme de nos 2 journées ensemble. On va scinder nos 2 journées en 4 parties, matinée, après-midi, matinée, après-midi. Donc, le matin de notre première journée, nous allons dès maintenant nous intéresser à la technique du pitch. Je vais vous donner un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de mieux structurer vos pitchs et d'avoir un contexte théorique à la structuration du pitch.
dès la fin de cette matinée, vous allez pouvoir construire un pitch. Vous allez avoir à construire un pitch et à le restituer à l'ensemble du groupe. Dans l'après-midi de la première journée, nous allons ensuite nous intéresser à la posture de l'orateur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de pitcher, vous êtes vous-même orateur. Donc, il faut avoir un certain nombre d'outils à votre disposition pour cela. Donc, on va se focaliser là-dessus. Et en fin de journée, on reprendra notre pitch du matin et on verra les évolutions qu'il a subies grâce aux techniques de l'orateur que l'on aura vues dans l'après-midi. Le matin de la deuxième journée, nous allons travailler sur un outil particulier, un outil essentiel qui est le storytelling, qui va vous permettre à nouveau de restructurer votre pitch, de l'améliorer, de le booster en utilisant des techniques narratives. Donc, avec le storytelling, on va chercher à raconter une histoire. Et là, on va à nouveau se rapprocher des techniques hollywoodiennes qui inspirent le pitch. Un bon pitch, c'est souvent une bonne histoire. Et avec les outils qu'on va vous donner, ça va vous permettre de vous familiariser avec cette technique. Et enfin, l'après-midi de la deuxième journée, on va essentiellement pratiquer. On va s'intéresser à la question des supports visuels que vous pouvez avoir quand vous faites un pitch. Et on va surtout pratiquer, idéalement avec un sujet professionnel qui va être plus proche de vos problématiques. Donc, on a une première journée où on va un peu être en décalage. On va travailler sur des sujets assez libres. On va s'intéresser à mettre en pratique la structure du pitch et la posture de l'orateur. La deuxième journée, on va s'intéresser au storytelling pour donner du liant à tout ça et on va mettre en pratique sur des sujets professionnels. Sans plus tarder, on va commencer avec la première partie, la technique du pitch. Donc, pour construire un pitch, il y a une technique, il y a une méthode. Et cette méthode, on va la détailler dès maintenant. L'objectif de cette partie, ça va être de vous transmettre cette méthode, de faire en sorte que vous soyez à l'aise pour l'utiliser, de bien la comprendre, de bien la décortiquer, de comprendre les tenants et aboutissants de chacune des parties de la méthode, et également de commencer à la mettre en pratique sur des sujets divers et variés. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant de se dire qu'on est aujourd'hui dans une culture du pitch. Il y a de plus en plus une méthode pour s'adresser aux gens de manière efficace, efficiente, c'est-à-dire qui utilise le moins de temps possible pour un impact maximum. Et cela est lié notamment à on va dire à des pionniers ou à des personnes qui ont un peu révolutionné la manière de s'adresser, la manière de communiquer sur des produits notamment. Évidemment, vous pensez à Steve Jobs qui, à Apple, lorsqu'il faisait des keynotes sur les nouveaux iPhones, créait toujours un événement. Et c'était en grande partie lié à sa capacité à se mettre en scène. Et donc à avoir la bonne posture et le bon contenu et la bonne manière de présenter. Et ces keynotes sont des pitchs. Donc, si vous voulez voir de très bons pitchs, vous pouvez regarder toutes les annonces d'iPhone successives qui ont eu lieu. Il y a aussi un autre mouvement dont vous avez certainement entendu parler, c'est le mouvement des conférences TED, des conférences de vulgarisation. Alors là, on est plutôt sur des formats 20 minutes avec un haut contenu scientifique en général. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que les meilleurs orateurs ne sont pas ceux qui donnent le plus de contenu, mais sont ceux qui génèrent de l'inspiration, qui génèrent des émotions sur la base d'un contenu scientifique. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent les conférences TED sont un peu pointées du doigt parce que le contenu n'est pas toujours extrêmement rigoureux, mais l'impact est très fort, avec des vidéos qui font plusieurs millions de vues sur YouTube. Vous avez peut-être entendu parler également du mouvement Ma thèse en 180 secondes dans les sciences, où des chercheurs sont amenés à pitcher leur sujet de thèse en 180 secondes. Et par un système de concours, on élit le chercheur le plus convaincant.
À la fois, c'est intéressant parce que ça a un impact de communication sur les sujets, mais on se rend compte que ça permet aux chercheurs de mieux comprendre leur propre sujet en cherchant à mieux le communiquer. Donc, c'est vraiment intéressant, on va dire, le processus de pitch, parce que lorsque l'on pitch un sujet, il y a un deuxième effet qui est qu'on se l'approprie encore plus. Donc, c'est vraiment une technique qui peut vous permettre, même si ça n'a pas vocation à être présenté à quelqu'un, de mieux vous appréhender un sujet d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de communication, d'un point de vue de décision, en fait. Et enfin, vous avez certainement entendu parler du documentaire à voix haute et de l'association Eloquentia, qui fait la promotion d'ateliers d'éloquence dans des quartiers défavorisés. Donc là, on voit à nouveau l'impact que peut avoir la prise de parole, mais également la structuration de la pensée sur des populations très variées, en fait, d'âges différents, d'origines différentes, de niveaux d'éducation différents, etc. Donc, ça s'adresse vraiment à tous, en fait, cette culture du pitch. Le pitch, selon l'Académie française, parce que le mot pitch est anglais, on s'est dit que c'était intéressant de vous donner quelques synonymes. Dans le domaine du cinéma, du spectacle, on peut utiliser les mots idée, résumé, argument, canevas pour évoquer le pitch. Mais si on parle de technique de communication, les mots présentation, argumentaire, démonstration sont des équivalents compris de tous. Donc on retrouve bien cette notion de conviction, d'argumentation, d'éloquence, enfin de capacité à synthétiser également, qui sont contenus dans le pitch. Alors, j'aurais aimé qu'on regarde ensemble un pitch. Et du coup, je vous propose de regarder cette vidéo. Il faut que j'essaye de vous la transmettre. Donc pour cela, je vais faire un partage d'écran et je vais vous envoyer un lien. Enfin, on va la regarder ensemble. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense que oui. Alors, je ne suis pas sur l'outil habituel, je suis sur l'outil Zoom, que je maîtrise un peu moins bien. Mais voilà. Attention. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Et c'est parti. Regardons ensemble donc la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Je crois que c'est 2014. C'est parti. Normalement, je suis en train de partager le son de mon ordinateur. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube en tapant ma thèse en 180 secondes, finale internationale 2014. Mettez une pause sur cette vidéo, allez regarder et puis revenez. Comme étant le symptôme d'une maladie, peut-être le symptôme d'une tumeur, d'une infection, d'une migraine par exemple. Mais on pense aussi à la douleur comme étant le résultat d'un petit orteil qui se bute contre un pied de table ou d'un café bouillant maladroitement renversé sur une jambe. Mais avez-vous déjà pensé qu'une douleur puisse être provoquée par une caresse ou par le simple frôlement d'un drap sur la peau? Pourtant, ça existe. Et ceci, le fait de ressentir une douleur suite à une stimulation tactile, normalement non douloureuse, s'appelle allodynie. Chez les patients allodyniques, le simple fait d'effleurer la peau leur provoque des douleurs intenses. Imaginez que je vous caresse le bras d'une main douce et affectueuse comme ceci. Et imaginez qu'au lieu de ressentir cette sensation plutôt plaisante, vous ressentiez une douleur cuisante, insupportable. Voilà ce que les patients allodyniques endurent au quotidien, lorsqu'ils s'habillent, se rasent pour ces messieurs ou lorsqu'ils prennent simplement une douche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne dispose d'aucun traitement qui soit réellement efficace contre l'allodynie.
Alors comment notre cerveau peut-il se tromper à ce point? Comment peut-il mal interpréter une stimulation innocente, comme le toucher d'une main, et la transformer en une sensation malveillante? Eh bien, en temps normal, lorsque l'on se touche la peau, l'information tactile est détectée par des petits capteurs qui vont l'envoyer via les nerfs au niveau de neurones situés dans notre moelle épinière. Ces neurones vont récupérer l'information et vont l'envoyer dans les zones de notre cerveau dédiées à l'interprétation de cette information tactile. Lorsque vous vous brûlez ou vous pincez, d'autres capteurs vont détecter l'information douloureuse, vont l'envoyer à d'autres neurones de votre moelle épinière qui vont à leur tour expédier un message au cerveau où il sera traité et interprété comme étant une douleur. Chez les patients allodyniques, l'information tactile est détectée normalement. Mais au niveau de la moelle épinière, des neurones un peu fourbes vont s'activer, capter l'information tactile en chemin et vont non pas l'envoyer au centre de traitement du tact, mais au centre de traitement de la douleur. Ces neurones, en vert ici, ce sont les neurones PKC gamma. Et pour empêcher ces neurones de devenir actifs, il est indispensable de savoir comment ils fonctionnent. C'est là que j'interviens. Pour bien comprendre, imaginez une porte, le neurone, avec des centaines de serrures. Pour ouvrir cette porte, donc activer le neurone, il faut mettre la bonne clé dans la bonne serrure. Or, nous connaissons déjà la clé. C'est la sérotonine, que l'on considère souvent comme un messager du plaisir, lorsque l'on fait l'amour par exemple. Mais ici, c'est une traître, puisqu'elle agit en faveur de la douleur. L'objectif de ma thèse consiste donc à déterminer dans quelle serrure la sérotonine va venir s'insérer pour activer le neurone PKC gamma, et de voir si du coup, en bloquant cette serrure, on pourrait empêcher l'apparition du symptôme d'allodynie. Mon objectif, c'est de trouver in fine un moyen de vaincre l'allodynie. En attendant, si vous n'êtes pas allodynique aujourd'hui, profitez-en. Caressez-vous, embrassez-vous et soyez heureux. Car finalement, dans l'absence de douleur, réside sans doute le vrai bonheur. Merci. Alors, je vais arrêter ceci et je vais repartager mes slides. Tac. Voilà. Donc, je vous ai montré une petite vidéo issue de ma thèse en 180 secondes, dont je vous ai parlé précédemment. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Même si elle a gagné la finale 2014, elle n'est pas parfaite. Mais elle est très intéressante d'un point de vue pitch. Et on voit que la personne est assez convaincante, qu'elle fait des actions qui ne sont peut-être pas habituelles. Elle va sur un registre qui n'est pas celui de la science, justement. Elle va sur un registre qui est celui plutôt du quotidien, des émotions. Elle raconte une histoire. Elle s'investit émotionnellement, elle s'investit corporellement. Et du coup, elle devient plus convaincante. Donc, tout l'enjeu de notre matinée, ça va être de vous pousser à changer la manière de penser votre rapport au contenu de ce que vous avez à transmettre. Si je dois résumer un peu les différentes étapes et les différents modules que l'on va traverser, je dirais qu'on a 4 grandes thématiques. La première, c'est qu'on va essayer de se focaliser plus sur la cible que sur le contenu, avec une méthode qu'on appelle les 5 W. Le deuxième élément sur lequel on va travailler, ça va être de développer une forme de boîte à outils du pitch à travers un travail sur la structure, sur des effets de style et sur différents effets. On va mettre les formes, c'est-à-dire on va travailler sur votre posture d'orateur en apprenant à capter et à conserver l'attention. Et enfin, on travaillera sur le storytelling, la capacité à raconter une histoire. C'est un peu ça les 4 grands éléments essentiels du pitch tels qu'on va les travailler ensemble. Et du coup, on va peut-être s'éloigner un petit peu de formulations qui sont très orientées sur le contenu, sur la rigueur, l'argumentation rationnelle, pour aller plus vers l'émotionnel et la forme. En fait. Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, elle nous donne du contenu scientifique, mais ce n'est vraiment pas le cœur du sujet de son pitch. En fait. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on voudrait pitcher? Où est-ce qu'on peut pitcher? On a le premier type de pitch que l'on fait sur le vif. C'est le pitch qu'on appelle le pitch ascenseur. Donc ça, c'est un pitch qui peut durer de 1 à 3 minutes. 180 secondes, 3 minutes. C'est un pitch qu'on est censé pouvoir faire dans un ascenseur quand on croise un
un ponte d'un sujet. Voilà, quand on croise le producteur hollywoodien et qu'on est un jeune scénariste, on doit pouvoir lui pitcher son film en 3 minutes. Donc, c'est un défi. Et en réalisant cet exercice, ça vous permet d'avoir à votre disposition toujours une possibilité de présenter votre sujet, même lorsque vous n'y êtes pas prêt, en fait. Il y a un deuxième type de pitch, c'est le pitch un peu plus long, qu'on peut faire en réunion ou en plénière ou devant un auditoire. Là, on est plus sur des durées de 5 à 20 minutes, on a un peu plus de contenu à donner. Mais dans la méthodologie, c'est vraiment la même chose. On s'adresse plus aux émotions, on cherche plus à inspirer, à donner envie d'en savoir plus. Parce que, évidemment, même en 20 minutes, il est difficile de faire le tour d'un sujet, quoi. Donc, ça, c'est un deuxième type de pitch. Et enfin, je dirais que l'outil pitch, il est utile au quotidien, dans votre vie personnelle, puisque c'est très fréquent qu'on soit amené à pitcher entre amis, qu'on soit amené à pitcher à son conjoint, qu'on soit amené à pitcher à sa famille, à ses enfants, à ses parents, à ses amis. On peut pitcher un projet de vacances, on peut pitcher une recette, on peut pitcher un resto, etc. Donc, c'est une technique qui va vous permettre également de peut-être mieux fluidifier certaines relations dans votre contexte personnel également. Mais je dirais aussi que tout votre quotidien doit vous permettre de travailler vos techniques de pitch également. Donc, ça marche dans les deux sens. Si vous êtes un bon pitcher du quotidien, vous serez également un bon pitcher dans le milieu professionnel. Il faut voir ça comme une forme de continuité, en fait, et simplement l'application de techniques. Premier point du pitch, de la technique du pitch, c'est de définir sa cible. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'avant même de vous intéresser à ce que vous allez dire, demandez-vous à qui je m'adresse. C'est important parce que si vous commencez en vous disant tiens, qu'est-ce que je dois dire, tout de suite, ça va structurer votre pensée et votre manière d'appréhender les choses de manière assez fermée. Vous allez vous dire quels ajustements je peux faire pour défendre ce que j'ai à vendre. Et pas forcément pour défendre, pour atteindre la personne, pour toucher la personne que vous avez en face. Donc, très important pour nous, très important dans notre méthodologie, il faut cibler à qui on s'adresse. C'est vraiment l'essentiel. Donc, on va commencer à se poser quelques questions. Qui est ma cible? C'est la question qu'il faut se poser. Et quand on se pose cette question, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut vraiment aller le plus loin possible, dans toutes les directions possibles, même ce qui vous semble anodin, de premier abord, peut se révéler utile dans votre contexte de pitch. Donc, si par exemple, vous vous dites qui est ma cible? Ma cible, c'est un auditoire dans le cadre de la conférence Ma thèse en 180 secondes. Ben, qui est là? Ce sont des gens qui se sont déplacés une soirée pour me voir. Certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Certains connaissent la science, certains ne le connaissent pas. Le profil type, ça peut être quelqu'un qui est jeune, qui a 20 ans, ou ça peut être quelqu'un qui a 40 ans, ça peut être quelqu'un qui est retraité, un homme, une femme. Posez-vous la question, essayez de dresser un portrait robot de la personne à qui vous vous adressez. Si c'est un auditoire, dites-vous qui compose principalement mon auditoire. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personne est experte dans le domaine que je vais aborder? Si par exemple, je pitch à des enfants, je suis un prof d'école et je pitch un projet de fin d'année ou je pitch une sortie scolaire ou je pitch, etc. Ce n'est pas la même chose que si je pitch à mon club de bridge la participation à un tournoi. On n'est pas sur les mêmes âges, on n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'est pas sur les mêmes contextes. Ce n'est pas la même chose que si je pitch à mon COMEX et ce n'est pas la même chose que si je pitch à mon équipe, à l'équipe que j'encadre. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce que les personnes savent de quoi je vais leur parler? Quelle est la relation que j'ai à elles? Est-ce qu'elles sont captives? Est-ce qu'elles sont libres de m'écouter ou pas? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on ne se connaît pas, etc.
est-ce qu'elles connaissent l'environnement dans lequel mon projet s'inscrit? Est-ce qu'on fait partie du même environnement ou pas? Est-ce que on fait partie de la même entreprise? Est-ce qu'on est sur un travail avec des clients? Est-ce que je m'adresse à un client, à un fournisseur? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un que je connais de longue date? Quel est leur langage? Est-ce que ce sont des personnes plutôt émotionnelles, rationnelles? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt dans les faits? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt créatives? Est-ce que ce sont des... Voilà, donc c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'elles ont des attentes? Est-ce qu'on leur a promis quelque chose vis-à-vis de moi déjà? Comment j'ai été présenté à ces personnes? Est-ce que par exemple, si c'est un séminaire, comment s'intitule le sujet global du séminaire? Est-ce qu'elles ont des problèmes? Est-ce qu'elles ont des peurs? Est-ce qu'elles ont des aspirations? Est-ce qu'elles ont des désirs? Est-ce qu'elles ont des envies? Donc là, on est plutôt sur un travail sur l'empathie, sur le fait de se mettre à la place de la personne qui vient me voir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. C'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement. Donc, il faut vraiment s'astreindre à faire ce travail en amont, de se poser les questions de à qui je m'adresse, me mettre dans les chaussures de la personne qui va m'écouter. Et ça va être très utile pour la suite. Donc, une fois qu'on a identifié notre cible, on peut commencer à élargir. Et en fait, cette approche qui consiste à partir de la cible, eh bien, elle vient d'une théorie qu'on appelle le Golden Circle, qui a été proposée par un orateur qui s'appelle Simon Sinek et qui s'appelle Start from Why, commencer par le Why. Donc, il propose l'application de cette théorie dans tout contexte, un contexte de stratégie d'entreprise, mais un contexte aussi de projet personnel, un contexte de personal branding, etc. Dans n'importe quel sujet, il faut se poser d'abord la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de bouger? Qu'est-ce qui me met en mouvement en fait? Et ça, c'est ce qu'on appelle le why. Si on réfléchit au pitch, notre why, c'est notre cible. Je fais cela pour bouger, pour émouvoir, pour inspirer la personne. Mais pour pouvoir émouvoir, inspirer, mettre en mouvement, il faut d'abord se demander qu'est-ce qui met en mouvement la cible? Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'entendre? Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir être engagé ensemble? Donc la première chose à faire, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous bouge vous et en quoi ça va bouger les autres. Quel est votre motif? Quelle est votre vision? Et qu'est-ce que vous voulez défendre? Une fois que vous vous êtes posé cette question, vous pouvez commencer à vous poser la question du comment et du pourquoi, du how et du what. Le what, c'est ce que vous vendez, c'est votre produit. Le why, c'est ce que vous faites. Alors, il faut faire attention quand on est dans une entreprise, le why n'est pas le profit. Le profit est un résultat. Le why, ça peut être, par exemple, si je suis, je ne sais pas, ça peut être offrir un moyen de transport économique et protecteur du climat à toute personne qui en a besoin. Ça, c'est mon why. Mon how, ça va être par les transports publics. Et mon what, ça va être des rames de métro individuelles. Je ne sais pas. Ça va être des télésièges, voilà, un réseau de télésièges dans Paris. Donc, vous avez 3 étapes et il faut que ces étapes soient congruentes, qu'elles se connectent. Mais il faut toujours se demander de où on part. Si on prend Apple, par exemple, le what, bon, c'est l'iPhone, mais le vrai why d'Apple, celui qu'ils défendent, c'est de dire « soyez créatifs ». Et on va vous aider pour ça. Comment? Avec l'iPhone. On sait que ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous inspire. Donc, il faut retrouver en fait une vision et une capacité à inspirer, à être inspirant. Ce qui est intéressant, c'est que le why, le how et le what s'adressent à différentes parties du cerveau, mais on va voir ça dans un instant. Plutôt que convaincre, on va chercher plutôt à donner envie.
Et une fois qu'on a donné envie, on va pouvoir convaincre. Je vais vous commencer à... Je vais vous donner un petit exemple. On va s'intéresser au même watt et on va voir comment un même watt peut générer deux Y différents. Alors pour ça, je vais vous proposer une première publicité. Donc je vais couper mon écran à nouveau, mon partage d'écran. Là, vous pouvez me voir. Et je vais vous proposer de regarder une première vidéo. Donc, il s'agit de la pub pour Skip Liquid qui s'appelle Laissez-le se salir. Je vais faire un partage d'écran. On va regarder ça et on va débriefer juste après. C'est parti. Un jour, mon fils sera un grand chef. Ou il sauvera des vies. Ou peut-être il changera le monde. Mais son défi d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à manger tout seul, malgré les tâches difficiles. Découvrez Skip Liquid, enrichi du complexe rapide enzyme, qui enlève les tâches tenaces comme la sauce tomate, même en cycle court. Skip Liquid, pour des résultats impeccables. Alors, donc là, on est sur une publicité pour de la lessive. Je vais vous repartager mon PowerPoint. Tac. On est donc sur une publicité pour de la lessive. Et dans cette publicité pour de la lessive, qu'est-ce qu'on nous vend? Notre watt, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir un instant. Notre watt, ce serait de la lessive. Notre how, ce serait quoi? Ce serait, en fait, partons plutôt du why, effectivement. Notre why, c'est quoi? Ce serait donner de la liberté aux gens, de manière générale, et plus particulièrement aux parents qui donnent de la liberté aux enfants. Donc, aider les parents à donner de la liberté à leurs enfants. La liberté de quoi? La liberté de devenir ce qu'ils veulent, la liberté de grandir, la liberté d'atteindre son potentiel, etc. Du coup, on est sur un why qui est, que je vais identifier dans le prochain slide, libre de se salir. Donc, ce que je vends, ce n'est pas de la lessive. Ce que je vends, c'est de la liberté. Ce que je vends, c'est de la capacité à donner de la liberté à mes enfants. Donc, c'est très intéressant parce que cette manière de communiquer, elle sort de la vision traditionnelle. En fait, dans l'histoire du marketing, on se rend compte qu'on est passé d'une défense du produit. Mon produit, je vous informe de l'existence de mon produit. Ça, c'était la première époque. On va dire, voilà, la forme T. J'ai une voiture, elle est noire. Ensuite, on est passé à une étape où on expliquait les éléments différenciants de notre produit, pourquoi il était meilleur que les autres. J'ai une Ford T, elle peut être rouge ou noire. Ensuite, on a expliqué les marques, pourquoi ma marque est meilleure que celle des autres. Et enfin, on a un peu commencé à oublier les marques et on s'est intéressé à l'expérience utilisateur. Et en fait, les valeurs dans lesquelles les utilisateurs sont censés se reconnaître. Et là, on est typiquement là-dedans. Je ne m'adresse pas à vous en vous disant mon produit est le meilleur. Je m'adresse à vous en vous disant, en utilisant mon produit, je vous comprends et je connais qui vous êtes. Je sais que vous êtes quelqu'un d'inspirant, je sais que vous avez des grandes ambitions. Et moi, je ne suis que la continuité de votre vision, de votre why. Donc, mon why, c'est je donne la liberté de se salir. Comment je donne la liberté à mon enfant de faire ce qu'il veut. Comment? En lui donnant la liberté de se salir. Et avec quoi? Avec de la lessive. Avec ma lessive, il peut se salir comme il veut, puisque de toute façon, ma lessive s'occupera de tout. Donc là, on est vraiment sur une congruence entre why, how et what. Deuxième exemple. On est sur le même type de produit. Et là, par contre,
on va avoir un why un petit peu différent. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Donc à nouveau, je vais partager mon écran. Voilà. Hop. Et c'est parti. Attention aux pieds. Attention, c'est très très chaud. Alors, qui a du linge à laver? Dring, dring. Allô? Je suis désolée, je peux vraiment pas te parler. Il faut que j'y aille. Il y a une montagne de choses à faire. Tout ce qu'il voit, il copie. Ok. On s'appelle demain? Mais est-ce qu'ils apprennent que la lessive n'est qu'un travail de femme? Non, non, ça va. Oui, je suis toujours là. Ou est-ce qu'ils voient leur papa le faire aussi? Partageons les tâches. Toujours conservé hors de portée des enfants. Alors, donc là, on a vu une deuxième publicité. Cette fois, c'est Ariel. Et du coup, je vais poser la question. Prenez le temps. Est-ce qu'on est… Quel est le why, quel est le how et quel est le what? Vous pouvez mettre la vidéo en pause et y répondre et revenir. Alors là, on a un what qui est le même, c'est vendre de la lessive. Seulement, le why, il est différent. Le why, c'est un monde plus égalitaire. Et le comment, c'est en partageant les tâches. Avec quoi? Avec de la lessive. La lessive peut être faite par le papa ou la maman. Voilà. Et grâce à ça, on va se rendre compte, nos enfants vont se rendre compte que eh bien, le papa ou la maman peuvent faire la lessive. Et en particulier avec la lessive Ariel, qui est une lessive qui défend cette idée. Donc ici, on a un why différent du précédent, toujours sur cette même idée de rechercher des valeurs en commun, une vision du monde. Ce qu'on vend, ce n'est pas de la lessive, ce qu'on vend, à nouveau, c'est une vision du monde. C'est un monde dans lequel on partage des tâches. Et ça, c'est à nouveau assez différent d'une manière traditionnelle de vendre, centrée sur les fonctionnalités du produit. On ne vous dit rien. On ne vous dit rien du produit. On vous dit seulement que ce produit vous permet de vous aligner dans une certaine vision du monde. Et ça, c'est vraiment un pitch. C'est vraiment un travail sur le pitch. Ce que je veux, ce n'est pas vous expliquer tout en détail, c'est vous donner envie d'en savoir plus. Alors là, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'ils défendent vraiment cette vision-là? J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie de voir si Ariel défend ça, comment ils le font, etc. Et donc là, l'enjeu du pitch serait réussi s'il vous a donné envie d'en savoir plus. Et à nouveau, le meilleur moyen de faire ça, c'est de partir du why. Alors, comment ça fonctionne d'un point de vue du cerveau? Eh bien, c'est assez simple. En réalité, le what, il a tendance à s'adresser au néocortex, c'est-à-dire le cerveau qui traite le rationnel, qui traite le verbal, la pensée analytique. C'est notre cerveau plus moderne, c'est le cerveau qu'on a développé à travers des millions d'années d'évolution. Alors que le how et le why, eux, ont tendance à s'adresser au système limbique et au cerveau reptilien, c'est-à-dire au cerveau qui gère les émotions, les sentiments, les instincts, la confiance, l'identification du langage corporel, de ce qui est dégagé par la personne qui s'adresse à moi, etc., le non-verbal, etc. La tendance qu'on a quand on s'adresse à quelqu'un, c'est de partir du rationnel, d'expliquer pourquoi c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va avoir le plus grand impact. Le plus grand impact, en général, il a lieu quand on s'adresse aux émotions.
Si je vous demande, par exemple, racontez-moi une histoire, une anecdote qui vous a marqué, en général, ce qu'on va vous dire, ce que vous allez me dire, c'est pas la fois où j'ai acheté cet aspirateur qui avait 75 fonctionnalités extraordinaires, mais c'est plutôt, tiens, le jour où j'ai acheté mon aspirateur, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et c'était Darty, c'était assez fou. Ce dont on va se rappeler, c'est ce qui nous a marqué émotionnellement dans nos histoires personnelles, mais même dans nos histoires professionnelles. C'est la fois où on était complètement charrette, mais on s'est resserré les coudes et franchement, on s'en est sorti. C'était assez extraordinaire. Plutôt que de dire j'ai vendu 200 000 euros de prestations ou de produits, etc. Alors, parfois, ça a un gros impact, un gros chiffre, et ça, on le verra plus tard, mais on met ça plutôt dans l'effet waouh, parce que c'est gros, pas parce que c'est un chiffre. Voilà. Donc, en partant du why, on s'adresse directement à la partie du cerveau qui est liée à la prise de décision, parce que souvent, on prend nos décisions sur des aspects émotionnels et instinctifs, puis on rationalise dans un deuxième temps pour se rassurer. En fait, on se rend compte que souvent, les décisions, elles se prennent presque instantanément. D'ailleurs, il y a des recherches qui montrent que nos décisions sont prises avant même qu'on pense les avoir prises, qu'on peut prédire les décisions dans certains cas de figure 2 ou 3 secondes avant qu'elles soient verbalisées. Donc, voilà, ça c'était un petit focus sur comment le pitch avec sa méthodologie qui part du why pour aller vers le what s'adresse à notre cerveau. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous parler de notre méthode. Alors, notre méthode, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des 5 W. Cette méthode, en fait, elle part du why pour aller jusqu'au where. Why, what, who, when, where. Donc, on étend un petit peu la logique why, how, what, et on retraduit le how, c'est-à-dire le comment, en se demandant qui, quand et où. Donc ça, c'est comment on adapte la théorie du Golden Circle à la théorie du pitch. Et on appelle ça une méthode parce qu'en fait, elle va vous obliger à vous poser les bonnes questions dans l'ordre et à les restituer dans l'ordre également. En partant du why pour aller vers le what, le who, le when et le where, eh bien, on structure notre pitch d'une manière qui est très fluide et très cohérente. Alors, posons-nous la question. D'abord, le why. Le why, c'est le why de notre cible. C'est se poser la question de à quoi répond notre prise de parole. Quel est le problème? Quelle est la question? Quel est l'état auquel s'adresse notre prise de parole? Et pas notre prise de parole, mais la cible à laquelle on s'adresse. En quoi ma prise de parole va répondre à un besoin de ma cible? Pourquoi ma cible écoute ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Qu'est-ce qu'elle a à découvrir en m'écoutant? Quels sont ses besoins? Mais aussi, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, quelles sont ses aspirations, qu'est-ce qu'elle veut, voilà. Donc ça, c'est la première question qu'on se pose. On part de ça, on se dit, je me mets à la place de ma cible. Voilà. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au what. On va lui dire, et voilà, par rapport à ce besoin, voilà ce que je propose. Voilà ma valeur ajoutée. Voilà mon innovation. Voilà ce que j'amène. Voilà ce à quoi je réponds. En quoi ma solution est celle à suivre par rapport à l'ensemble des solutions proposées. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Le what, ma solution. Ensuite, là, on diverge un petit peu de ce qu'on a vu précédemment. On va se demander le who. On va se poser la question de qui. Et le qui, c'est moi. C'est moi l'orateur. Qui je suis pour vous parler de ça. Donc, dans le pitch en 180 secondes de la thèse, c'est le moment où la jeune fille se présente et dit « Moi, je suis chercheuse, je m'intéresse à ça, voilà pourquoi j'ai des qualifications. » Là, les mots-clés, c'est légitimité. Légitimité, expérience, compétence.
qui je suis pour proposer cela, ça peut être aussi mon équipe, qui je représente. Et il faut se présenter d'une manière qui exprime qu'on a les meilleurs talents, les meilleures compétences pour répondre aux besoins de notre cible. Et au couple why, what, c'est-à-dire à l'union entre le pourquoi et le quoi. Voilà le besoin, voilà la solution, et nous, on est les personnes les plus adaptées pour la mettre en œuvre, ou en tout cas pour vous en parler, quoi, hein, tout simplement. Le when, par rapport à notre projet, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui. En fait, c'est le quand. Et le quand, la réponse, c'est aujourd'hui. Voilà où on en est. Voilà l'état des lieux. Voilà ce qui a été réalisé, voilà l'historique, voilà le parcours, voilà tout ce qui a été réalisé. C'est l'origine de la vision qu'on a eue et ce qu'on a déjà commencé à réaliser pour ça. Donc, je ne sais pas moi, dans la vidéo, ce qu'on peut voir, dans la vidéo skip, ce qui a déjà été réalisé, c'est on a une formule qui s'occupe de toutes les tâches. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est un monde dans lequel les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Chez Ariel, on est dans un monde où les papas et les mamans travaillent ensemble. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'en plus, maintenant, les papas prennent vraiment toutes les tâches, quoi. Ça, c'est là où on veut aller. Mais pour l'instant, on ne s'occupe pas du futur, on s'occupe vraiment du passé et du présent, où on en est là aujourd'hui. Et le where, c'est un moyen mnémotechnique, mais c'est où on veut aller, où on veut atterrir. Quelle est notre vision du futur? Quelle est notre promesse? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon, en fait? Ce qu'on va obtenir. C'est l'appel à l'action. Je voudrais vivre dans un monde où, donc dans la vidéo 180 secondes, un monde où les personnes qui ressentent de fortes douleurs lorsqu'ils sont touchés n'aient plus à ressentir ça parce qu'on a trouvé le traitement. C'est là où je vais. C'est l'appel à l'action. Du coup, ça, c'est notre méthode. C'est la méthode des 5 W. C'est vraiment notre squelette, notre colonne vertébrale pour réaliser notre pitch. Par rapport à cela, ce qu'on va se dire, c'est que c'est un moyen mnémotechnique, why, what, who, when, where, qui nous permet d'être très efficace dans la manière dont on délivre l'information parce qu'elle vient répondre vraiment aux besoins de notre cible et que par rapport à ça, on décline ce besoin-là en 4 étapes. En 5 étapes avec le web. Une fois qu'on a fait ces 5 étapes-là, on va s'intéresser à la mise en scène et on a 2 effets waouh. Le premier effet waouh, c'est l'effet waouh du démarrage où on veut bien finir, avoir un gros impact au départ. Le public doit être capté dès les 30 premières secondes de votre intervention. Alors pour ça, il y a beaucoup de techniques qui sont possibles, mais l'idée qu'on va chercher à défendre, c'est de dire, voilà, attention, ce que je vous propose, c'est exceptionnel, c'est un moment exceptionnel, je capte votre attention et je ne vais pas la lâcher. Il faut générer une émotion forte par rapport à votre message, au message qui va arriver juste derrière. Alors, l'exemple le plus typique qu'on a, qui a été très impactant, c'est le MacBook Air, dont vous avez peut-être entendu parler. Et Steve Jobs avait fait une présentation où il était venu avec une enveloppe. Et c'était assez étonnant parce que Steve Jobs avait l'habitude de venir avec le produit ou de mettre une vidéo du produit ou une photo du produit, etc. Et là, il vient avec une enveloppe. Et il n'en parle pas. Il la pose. Il la pose simplement sur son pupitre. Et il commence sa présentation. Je suis venu vous parler du MacBook Air, dadadi, dadada. Alors les gens voilà, sont captés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils rentrent dans la présentation. Alors pour ceux qui avaient vu cette présentation, vous savez où est-ce qu'il atterrit. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques autres petits exemples d'effets waouh. Alors on en a là, on a une douzaine d'exemples. Je vais les lister et je vais vous les décrire rapidement, mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas bloqué
dans une seule manière de faire un effet waouh. Ce qui compte, c'est d'en choisir un et d'aller jusqu'au bout, en fait. Donc, si jamais vous êtes perdu, si jamais vous cherchez à créer votre pitch et que vous ne savez pas quoi faire, prenez n'importe lequel de ces 12-là et vous verrez qu'il y a toujours moyen de trouver une idée. Le premier, c'est la question. Donc, par exemple, je peux dire qui a envie de perdre de l'argent? Donc, je pose une question provocatrice, une question qui interpelle, une question voilà, qui peut être rhétorique, mais qui va générer une émotion. Donc, si je pose qui a envie de perdre de l'argent, je m'adresse à votre cerveau reptilien parce que je passe au-delà de votre cerveau rationnel en vous posant une question volontairement irrationnelle. Et là, boum, ça attaque, ça génère un intérêt, ça génère une question chez vous, dans votre cerveau. Deuxième effet, là, c'est plutôt le verbatim. Donc là, je vais partir d'un texte. Un autre moyen qu'on a de le dire, c'est de dire et si, de proposer quelque chose. Laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon père. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne très connue. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Victor Hugo. Laissez-moi vous raconter ça. Donc là, je raconte une histoire. Je commence avec un petit récit. Le visuel, bah, je mets, je sais pas, une photo de l'Australie en feu, vue de l'espace. Là, je vous mets juste un visuel. Après, j'en parle et bim, j'ai capté votre attention parce que j'ai un visuel impactant. La genèse, donc là, c'est à l'origine. Au commencement, Apple, quand on a commencé, Microsoft, quand on a commencé, on était dans un garage. Donc là, je vous raconte l'histoire, mon histoire, le début de mon histoire. L'ennemi, par exemple, je peux vous dire, voici Amazon, l'ennemi public numéro 1 des libraires. Nous sommes les libraires. Voilà. J'ai désigné l'ennemi, je nous ai unifiés contre un ennemi commun. L'ennemi, le réchauffement climatique. On est tous unis face à cet ennemi et je vais vous dire pourquoi. Donc ça, évidemment, à nouveau, ça dépend, ça nécessite de bien connaître sa cible et de savoir à qui on s'adresse. Le chiffre, on a 95%. C'est le taux d'information que l'on retient si on est soi-même en train de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il faut que vos formations soient désormais participatives. Dadali, là, je déroule derrière ma présentation. Le combat, donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est... c'est un peu l'ennemi public, c'est un peu l'ennemi, mais là, on va se focaliser sur la lutte en disant, imaginons un monde où il n'y a plus d'inégalité homme-femme. Voilà, c'est notre combat, c'est ce qui nous unit. L'humour, eh ben, je commence avec une blague, un trait d'humour, un fun fact. Bon, là, c'est un peu difficile de vous en donner un comme ça, mais voilà, je peux avoir un trait d'humour. Le happening, ben là, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est un peu extraordinaire. Donc, c'est typiquement ce que fait Steve Jobs avec son enveloppe. L'expérience. Par exemple, on commence directement avec une expérience. On peut dire, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer. Ou tenez-vous la main. Mais ça, c'est si on n'était pas dans le Covid. Levez-vous et agitez les bras. Voilà. Vous avez activé l'oxygénation de votre cerveau. Enfin, bref, peu importe. La citation, alors là, c'est clairement une phrase célèbre de quelqu'un de célèbre qui vient vraiment impacter. Et enfin, l'anecdote. C'est là vous racontez quelque chose qui vous est arrivé. Voilà. Donc là vous avez une douzaine d'effets waouh pour vraiment capter l'attention dès le départ. Donc si jamais vous avez un pitch, je pense que sur un même sujet, une même cible, on peut avoir une dizaine d'effets waouh différents. C'est vraiment une grille qui vous permet de générer des idées.
Alors, revenons à Steve Jobs. Il arrive à la fin de sa présentation. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre son enveloppe et il sort de l'enveloppe un ordinateur. Extraordinaire. C'est un ordinateur qui tient dans une enveloppe. Il est tellement fin qu'on peut l'envoyer par la poste. Il tient dans une enveloppe. Alors là, ce qui est assez génial donc avec cette présentation, c'est que l'effet waouh de fin vient compléter l'effet waouh du début. Donc si vous faites ça, c'est jackpot parce qu'on a l'impression d'avoir vu quelque chose d'extrêmement cohérent, de très lié, de très harmonique, etc. L'intérêt de l'effet waouh de fin, c'est de finir sur une haute note, une note élevée, enfin de quelque chose d'intense, qui va marquer les esprits, mais clore aussi vis-à-vis de l'intro, et d'être dans l'enthousiasme. Donc, si vous vous rappelez bien, le dernier élément de notre structure du pitch, c'est le where, c'est là où on veut arriver. Et finalement, ce sur quoi on finit, c'est voilà le monde dans lequel j'aimerais qu'on vive, etc. Donc, donner en fait l'idéal, la vision, l'enthousiasme vis-à-vis du futur. Idéalement, à ce moment-là, votre auditoire est enthousiasmé, séduit, bouleversé, interpellé par votre pitch. Il sort et il ne parle que de ça pendant des heures à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment votre effet pitch que vous avez eu. Donc, je rappelle un peu les 5 étapes. Effet wow du début. Why, what, who, when, where. Deuxième effet wow. Ça, c'est la structure des 5 W. 5 W plus effet wow. C'est ce qu'on va vous proposer de mettre en œuvre dès à présent. On va vous proposer un petit atelier. On va le faire tous ensemble et on va du coup s'intéresser on va essayer de créer un pitch tous ensemble pour mettre en pratique les différents éléments de cette structure. Ce que je vous propose, c'est on va le faire tout de suite et après on fera une petite pause. Alors, décidons ensemble d'un sujet de pitch. Du coup, je vais prendre un exemple. Imaginons que je doive pitcher. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre plutôt un sujet imaginaire. Comme ça, on ne va pas se mettre la pression. Je vais vous pitcher la voiture gonflable. Voilà. Après, en fin de matinée, ce sera à vous de pitcher sur des sujets un peu farfelus, mais travaillons ensemble pour arriver à faire un pitch pour la voiture gonflable. Donc, c'est la voiture gonflable, c'est mon watt. Première question. Qui est ma cible? Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est à quoi va répondre ma prise de parole? Quel problème est-ce que je vais solutionner? Quel est le besoin de ma cible? Quelle est son aspiration? Quelle est sa crainte, ses envies, ses douleurs? La cible et le client final, ce n'est pas la même chose. Je peux m'adresser à un banquier pour le convaincre de financer mon projet, alors qu'il n'est pas le client final de mon offre. Donc, par exemple, ma cible, si je fais un pitch à mon banquier, ce n'est pas la même chose que si je fais un pitch à mon client. Même si on est potentiellement dans le même watt. Mais je suis à différentes étapes de mon projet. Donc, voilà. Donc là, on va dire que prenons ça, je m'adresse à mon banquier et je viens lui vendre la voiture gonflable. Donc, que veut mon banquier? Mon banquier, lui, il veut être rassuré. Il veut être rassuré. Il veut savoir qu'il va récupérer son argent. Qui est mon banquier? Mon banquier, il s'appelle Jean-Claude et il a 50 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la bouteille. On ne la lui fait pas à lui. Voilà. Quelle est sa plus grande douleur? C'est quand il fait un prêt qu'il n'est pas remboursé. Ça, c'est sa plus grande douleur parce qu'il doit lancer des procédures de recouvrement. Et ça, il n'aime pas du tout. Ça brise sa confiance et ça brise ses objectifs. Donc, il n'est pas content. Quel est son rêve? Son rêve, c'est peut-être de vivre sur une île déserte. Je ne sais pas. Je me pose la question. Là, j'invente, évidemment, mais c'est intéressant de se demander quel est le rêve de mon banquier. Alors, on pourrait dire son rêve, c'est de réaliser son chiffre d'affaires et d'avoir que des projets qui fonctionnent. C'est intéressant. Mais on peut aussi se dire individuellement, lui, c'est quelqu'un qui aime
qui aime les voyages, par exemple. C'est un banquier, certes, mais en plus, il aime les voyages. Comment je sais ça? Parce que quand je suis allé dans son bureau, j'ai vu qu'il avait un poster de Tahiti et qu'il a un tableau avec tous ses voyages à lui. Donc, ce qu'on essaie de dire dans cette phase, c'est de se dire, plus je connais mon interlocuteur, plus je vais pouvoir m'y adapter. Voilà. Donc, il ne faut pas rester dans la généralisation, il faut essayer d'être le plus spécifique possible. Quel est son besoin? Donc, d'être rassuré, etc. Donc, si je devais dire ça, si je devais ajuster mon why vis-à-vis de ça, je dirais la voiture gonflable, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous évader. Et en même temps, c'est très rassurant parce que je vais vous exposer pourquoi. Mais mon why, ce serait de rassurer mon banquier. Donc, je vais travailler là-dessus et je vais essayer d'avoir une attaque qui va être convaincante. Deuxième élément de nos 5 W, c'est notre what. Qu'est-ce que je propose? La voiture gonflable. Voilà. Quelle est la solution que je raccroche au why identifié et quelle réponse est-ce que je vais apporter à la question posée? Quelle est mon innovation? Quelle est ma valeur différenciante, ma singularité, ma force? Qu'est-ce qui me démarque de la concurrence? Là, je vais générer un peu de matière. Je vais dire la voiture gonflable, c'est une voiture portative, c'est une voiture qui peut aller sur l'eau. C'est une voiture dont vous avez seulement besoin d'un gonfleur pour la réparer. C'est une voiture qui, là j'invente évidemment, c'est une voiture qui va sur toutes les surfaces. C'est une voiture non polluante. C'est une voiture qu'on développe depuis 20 ans déjà et elle est prête pour venir sur le marché. Toutes les grandes entreprises sont intéressées pour développer une gamme de voitures gonflables. Et moi-même, j'ai déjà une voiture gonflable. La voiture gonflable, c'est une voiture 2 portes sur les côtés. C'est une voiture dont l'intérieur est fait en matière plastique. Et le moteur est une petite boîte de 50 cm par 50 cm par 50 cm que vous devez ajouter une fois que vous avez gonflé votre voiture. Et vous voyez, elle roule et elle va sur l'eau et c'est extraordinaire. Donc là, j'explique mon what. Mon who, qui je suis pour défendre cela. Alors moi, je m'appelle Yann Parizeau. J'ai une expérience dans l'invention. J'ai gagné le concours Lépine en 97. Je suis ingénieur de formation. Je travaille dans l'aérodynamique. Je me suis associé à Jean-Michel Dumont, qui lui est un expert de jeux de plage. C'est lui qui a créé la licorne gonflable. Donc, il connaît bien les matériaux. Il a une expérience dans la distribution, il a une expérience dans le travail avec les fournisseurs. Voilà, il a une expérience en design. Voilà qui nous sommes. Voilà. Et je mets 2 photos de nous dans une piscine. Le when, qu'est-ce qu'on a réalisé? Aujourd'hui, on a créé notre société. On a déposé un brevet. On a fait des tests. On a fait des tests en Europe de l'Est. On a une usine là-bas, un laboratoire, parce que c'est moins cher, mais en même temps, ça nous permet de prendre plus de risques. Voilà, parce qu'on a des conditions d'expérimentation plus faciles. Je sais pas. On travaille dessus depuis 2 ans déjà. On est à notre 3e prototype. Voilà où on en est. Et maintenant, notre where, qu'est-ce que je veux obtenir à long terme? À l'avenir, j'imagine un monde où les garages sont vides puisqu'on n'a plus besoin d'y placer nos voitures. Quand on a fini notre journée, on dégonfle notre voiture et on la regonfle le matin. Quand on va en vacances, on peut la dégonfler. On peut aller en randonnée avec la voiture gonflable et la mettre dans son sac. Voilà, moi, je vois un monde où on est libéré des contraintes de place que prennent les voitures. Et aussi un monde où les accidents sont moins durs puisque la voiture gonflable permet d'amortir les chocs et de faire moins de dégâts.
est-ce que vous avez envie d'aller dans ce monde avec moi? Premier effet waouh, bah, je vais en prendre un au hasard. Je vais revenir sur mes slides des effets waouh. Je vais prendre, allez, je vais prendre le chiffre. Voilà. Savez-vous que 50% des maisons sont équipées qu'est-ce que je peux dire? Je cherche une idée là. Savez-vous que 70% des accidents pourraient être amortis avec la voiture gonflable? Savez-vous que 95% des trajets pourraient être raccourcis si on passait par les eaux, donc par l'eau? Donc une voiture gonflable, c'est vraiment le monde de demain. Savez-vous que 95% des personnes qui souhaiteraient acheter une voiture ne le font pas parce qu'elles n'ont pas la place pour la garer et ont peur des frais liés au garage et aux places de parking, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de capter l'attention. Bon, là, j'en ai pris un au hasard, mais voilà. Deuxième effet waouh, la sortie. L'idéal, c'est d'avoir un écho avec notre premier effet waouh. Mais là, je pourrais dire, par exemple, voilà, j'imagine un monde où 100% des foyers sont équipés de voitures gonflables parce que ça nous permet de libérer les contraintes énergétiques sur les matières premières que demande l'industrie aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est ma fin. Donc là, je vous ai pris un sujet complètement farfelu. Ça va être à vous de pitcher ce que je vous propose, c'est de le faire sur un sujet farfelu à nouveau. Je vous donne différentes propositions. Vous les prenez. Alors, on pourrait avoir le jeu de pétanque avec le cochonnet connecté. Les lunettes détectrices de mensonges. La cape d'invisibilité. La perruque qui permet de parler la langue qu'on veut. La valise qui se fait toute seule et qui nettoie le linge. Le repas qu'on commande par télépathie, etc. etc. Donc, ça va être à vous. Et ensuite, prenez le temps de faire ces 5 étapes. Pas pour forcément faire le meilleur pitch du monde, mais pour vous poser des questions sur les différentes étapes de la structure du pitch. Moi, je vais essayer de vous réaliser un pitch sur la voiture gonflable que j'adresse à ma cible, qui est mon banquier, parce que je veux un financement de 1 million d'euros pour finaliser ma deuxième chaîne de montage. Donc, j'ai fait mes 5 W et c'est parti. Je commence avec mon effet wow, avec mon banquier. Monsieur Dumont, savez-vous que 95% des accidents pourraient être réduits si la voiture gonflable était une réalité, si les habitacles de nos voitures étaient faits en matière gonflable, en tapis gonflable tel que l'on y trouve dans les piscines. 95%. Il n'y aurait presque plus de morts sur les routes en France. La voiture gonflable, c'est une voiture qui va me permettre de développer toute une nouvelle gamme de produits. Vous êtes mon banquier. Je sais que vous voulez être rassuré. Ce qui compte pour vous, c'est de savoir que vous allez récupérer votre financement. La voiture gonflable, c'est la réponse à un besoin essentiel. C'est une voiture plus douce, une voiture plus écologique et une voiture plus sûre. Vous avez besoin d'être rassuré. Mais je sais également, Monsieur Dumont, que vous êtes amateur de voyage, n'est-ce pas? Je le vois avec cette photo de Tahiti que vous avez sur votre mur. La voiture gonflable, c'est peut-être la voiture qui va permettre de voyager d'île en île. C'est une voiture qui peut aller sur l'eau également. Et j'imagine que dans vos voyages dans les îles, vous vous êtes plusieurs fois retrouvés en vous disant « Tiens, j'aimerais bien prendre un bateau pour aller de l'autre côté de la presqu'île. » Et pourtant, vous ne l'aviez pas. Mais avec la voiture gonflable, la voiture que vous pouvez mettre dans un sac,
vous auriez pu explorer cette partie de l'île que vous auriez aimé voir. Vous auriez pu voir ces paysages totalement sauvages dans lesquels personne ne va. La voiture gonflable, elle vous permet aux amateurs de voyage, tels que vous, d'avoir une réponse à leur demande, leur envie de paysages fantastiques, tout en répondant à un vrai besoin qui est celui de voitures plus écologiques, plus adaptées à leur environnement, plus flexibles, plus agiles. La voiture gonflable, c'est une voiture que l'on peut gonfler en 30 minutes. C'est une voiture dont le moteur existe, mais dont l'habitacle est gonflable. Moi, la voiture gonflable, c'est une voiture sur laquelle on travaille depuis 10 ans déjà. C'est une voiture qui est faite d'air. C'est une voiture douce. Laissez-moi vous montrer quelques modèles de voitures gonflables que l'on a. Voilà quelques prototypes qu'on a eus. La voiture gonflable permet de bouger sur l'eau et sur toutes les surfaces. Qui je suis pour vous parler de ça? Eh bien, je m'appelle Yann Parizeau et je suis ingénieur de formation. Et je suis associé avec mon ami Jean-Michel, qui lui a une grande expérience dans les produits de plage. Il connaît bien les matériaux, les diffuseurs et toute la chaîne logistique. On se connaît depuis nos études et on travaille sur ce projet depuis 10 ans déjà. On en est clairement au 3e prototype. On a déjà fait une levée de fonds et on a réalisé déjà de premiers tours de table, ce qui nous a permis d'aboutir à de premières expériences utilisateurs qui ont été assez marquantes et convaincantes, où la plupart de nos utilisateurs sont ressortis fascinés par la voiture gonflable. Ce que je vous propose demain, c'est de c'est d'imaginer un monde dans lequel la voiture gonflable est dans chaque foyer. Avec la voiture gonflable, imaginons un monde où les foyers n'ont plus besoin d'avoir des garages. On a un grand gain d'espace, on a un grand gain en qualité de vie et surtout, on est beaucoup plus mobile et agile grâce à la voiture gonflable. Et pour finir, je vous laisse avec un autre chiffre. 100% de réduction de consommation de produits de matières premières avec la voiture gonflable sur l'exploitation de nos ressources. Réutilisation de tous les matériels de plage non utilisés chaque année pour concevoir des voitures gonflables. Donc, un impact également écologique. Et surtout pour vous, Monsieur Dumont, un remboursement de votre prêt dans les 5 ans, puisque nous aurons certainement un arrivé sur le marché d'ici 2 ans avec la voiture gonflable. Merci. Donc ça, c'était un petit pitch un peu ridicule sur la voiture gonflable, où je me suis entraîné à m'adresser à mon banquier et à la détailler en 5 étapes avec, donc, je rappelle, premier effet waouh. Deuxièmement, le pourquoi. Troisièmement, le quoi. Qui je suis. Quand, où j'en suis, c'est-à-dire quand on en est, c'est-à-dire aujourd'hui où on en est dans notre démarche et où on veut aller pour finir. Et enfin, un deuxième effet wow. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de le faire pour vous-même, de prendre un des sujets que j'avais évoqués précédemment. Je vais vous les redonner. Cap d'invisibilité, les lunettes détectrices de mensonges, le jeu de pétanque avec cochonnet connecté, et de vous demander vraiment à qui vous vous adressez. Est-ce que je m'adresse à un banquier? Est-ce que je m'adresse à un client? Est-ce que je m'adresse à des jeunes? Est-ce que je m'adresse à des personnes âgées? Est-ce que je m'adresse à des hommes, à des femmes? Est-ce que je m'adresse à des enfants? Est-ce que je m'adresse à des électriciens? Est-ce que je m'adresse à des connaisseurs, à des non-connaisseurs, etc. On est vraiment sur des sujets un peu farfelus, mais l'enjeu, c'est vraiment de vous permettre de travailler sur cette notion de la solution, le besoin de ma cible,
conception du pitch, et voilà. Et en classe virtuelle, si on était en classe virtuelle, on pourrait là faire des présentations et des feedbacks. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à le faire chez vous. Prenez 20 minutes, une vingtaine de minutes pour concevoir votre pitch avec les différentes étapes. Et à l'issue de ça, pitchez-le en 3 minutes. Entraînez-vous à faire ça. On n'est vraiment pas. C'est notre premier pitch de notre formation de 2 jours. Donc, on est vraiment sur un premier travail d'appropriation des outils. Donc, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Cet après-midi, on travaillera plutôt sur les capacités d'orateur. Mais là, on va vraiment se focaliser sur la colonne vertébrale de notre pitch et ce qu'on veut développer avec. Donc, je vous laisse 20 minutes. Ensuite, pitchez-le pendant 5 minutes. On se retrouve dans une deuxième partie pour travailler la boîte à outils de l'orateur. Merci à vous et à très vite.